Bienvenue à Tech et Houblon, le podcast qui explore la technologie de l'information et notre passion pour la bière. Je suis votre animateur, Luc Dumoulin, et dans cet épisode enregistré au Benz Bar, nous plongeons dans le monde fascinant de la technologie de l'information. Des dernières actualités et tendances aux avis d'experts, nous abordons tout, y compris nos recommandations de bière. Que vous soyez un amateur de technologie, de bonne bière ou un auditeur curieux, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir à chaque épisode. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un nouvel épisode de Tech et Houblon. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un univers que je ne connais pas, mais qui est très présent dans le monde des TI, et j'ai nommé AIX et TSM. Je suis Luc Dumoulin, votre animateur, et comme toujours, nous mélangeons l'expertise TI avec la bonne compagnie autour d'un verre, que ce soit un café ou une bonne bière. Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités et collègues chez RDI, François Thury, qui est spécialiste AIX, et Olivier Dumont, qui est spécialiste TSM. Messieurs, bien le bonjour. 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 Si vous êtes comme moi un amoureux fou de la plateforme IBMR, vous avez sans doute entendu les mots AIX et TSM. Mais c'est tout ce que c'est pour moi. Ce sont des acronymes de 3 lettres qui ne collent pas à ma réalité. C'est la raison pour laquelle nous avons des invités autour de la table aujourd'hui qui vont nous informer et même nous éduquer sur ces deux sujets-là. Avant d'aller plus loin, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, parlez-nous brièvement de votre parcours et de votre domaine d'expertise. Débutons avec Olivier, notre expert TSM. Oui, bien moi, j'ai commencé dans le domaine des TI à l'an 2000, donc ça fait 26 ans. Et j'ai pratiquement maintenant une vingtaine d'années d'expérience avec TSM. Donc, effectivement, j'ai commencé sur TSM 6.1. On est rendu à la version 8.1.27 maintenant. Mm-hmm. Donc, ça fait un bon bout de temps. Quand même. C'est pour ça qu'on t'appelle spécialiste, j'imagine. OK, merci Olivier. François, notre spécialiste AIX, c'est à toi. J'ai commencé dans le domaine IT en 92, pur du développement C sur QNX en temps réel. Dans les 98 sur un projet auquel j'étais DBA, on avait besoin de machines extrêmement puissantes, la plus puissante qu'on pouvait trouver. Puis on m'a dit, faut que t'ailles chez IBM. J'ai découvert à ce moment-là X43 avec un optoprocesseur, 2 gigas de RAM qui était hallucinant à l'époque. Et j'ai découvert une plateforme qui était extrêmement fantastique. Parce qu'on avait un projet qui aurait mis 2 ans pour calculer l'impact en 2000. Puis à la fin du projet tuné, on a le résultat en 3 heures. Ça, c'était ma première expérience de l'AIX. Puis depuis, je travaille dessus. Okay. Mais j'ai remarqué que dans toute ta description, il y a eu beaucoup d'acronymes qui ont été mentionnés, acronymes qui ne résonnent absolument pas. Non, il n'y a pas vraiment qui connaît QNX. C'était un système Unix de temps réel, très très particulier, qui avait été utilisé par une petite compagnie parce qu'ils faisaient un noyau pour l'école. Ils avaient monté un système d'ordinateur bien avant avec... ils avaient monté un réseau, on partageait moi, je faisais un driver pour partager les CD-ROM. C'était une affaire sur un 186, vraiment spécifique. J'ai une expérience qui est difficilement reproductible par la suite, mais ça m'a permis de rentrer dans les couches extrêmement basses parce que j'avais fait de la formation en physique au départ, puis de remonter jusqu'au niveau application. Ah bon. C'est intéressant, puis c'est un parcours atypique, je dirais. Oui. Moi, d'entrée de jeu, j'ai une question pour vous deux. Je ne sais pas lequel des deux va se lancer, mais vous êtes tous les deux au micro du même podcast avec 2 sujets différents. Ce que moi, je dois en conclure, c'est que vos expertises se croisent en quelque part. Puis ce que je me demande, est-ce que TSM évolue seulement dans les environnements AIX ou si AIX utilise principalement TSM? Est-ce qu'il y a un de vous deux qui veut se lancer dans... Ben, en fait, moi, je peux me lancer. D'un côté, TSM, en fait, c'est que c'est 2 produits à la base qui appartiennent à IBM. Donc, c'est sûr que ça fonctionne bien, main dans la main. Les performances de TSM, je vous dirais qu'ils sont quand même assez optimales sur AIX. C'est à peu près la meilleure plateforme pour rouler TSM. Mais malgré tout, TSM peut rouler sur pratiquement toutes les plateformes comme serveur TSM pour prendre les backups de à peu près n'importe quoi, là, que ce soit Linux, AIX, Windows. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et aussi, tout ce qui est base de données. Il y a des agents TSM pour
faire des backups de toutes les sortes de bases de données, que ce soit Oracle, DB2, Exchange, OK. Ça en couvre passe. large. Ça couvre Ça large. peut faire à peu près toutes les bases de données qu'on peut imaginer aussi. OK, je vois. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, François? Bah, c'est une des forces d'AX parce que TSM, d'un point de vue système, en gros, c'est une très grosse base de DB2 qui est extrêmement sollicitée. C'est peut-être même la plus grosse base DB2 sur laquelle j'ai pu travailler dans mon point de vue professionnel. Hein. Et DB2 et Power ont été optimisés pour travailler ensemble à partir de particulier Power 9 et ça fonctionne tellement bien que les AX est le meilleur environnement pour les bases de données. D'abord côté noyau, mais aussi sa capacité de tuner au niveau des l'espace disque, l'espace mémoire. C'est multithreadé, c'est une machine qui fonctionne extrêmement bien sur une base de données. C'est pour ça qu'on les voit ensemble, parce que tu vas te retrouver avec une très grosse base de données à un moment donné, puis tu as intérêt à aller sur une machine AX si tu as un gros environnement intéressant. OK. Et est-ce que l'inverse est vrai aussi? Est-ce que tu as intérêt à te retrouver sur TSM si tu as un gros environnement AIX? Nécessairement, donc, si on prend les backups en tant que tels, là, je veux dire, c'est sûr que n'importe quelle solution peut bien fonctionner. Et, d'un point de vue strictement pratico-pratique, c'est sûr qu'on a intérêt quand même à travailler main dans la main. Mais il n'y a pas vraiment de méga avantage à ce niveau-là, à l'inverse, sauf que si on veut prendre, comme François disait, un gros environnement et qu'on a besoin vraiment d'une solution enterprise avec plusieurs serveurs TSM qui ont beaucoup de cédules de backup, à ce moment-là, on a tout intérêt pour maximiser la performance à utiliser AIX comme système d'exploitation pour rouler les serveurs TSM. Intéressant. C'est vraiment ça qui est le plus optimal. Effectivement, les grosses bases de données DB2 transactionnelles, c'est optimal. OK. C'est sûr que vous abordez ça avec toutes vos connaissances. Moi, comme je le disais, là, je viens de la plateforme IBMI, c'est un petit peu différent. Tout est fondu, tout est à l'interne. On a BRMS qui vient presque d'office, même si c'est un produit qu'il faut acheter séparément. Mais tout est fondu et tout est là. Là, je vous entends parler de base de données DB2 qui est derrière TSM puis AIX qui est la meilleure façon de le rouler. Parlons justement de ça, de la force d'AIX, François, là, au niveau de la gestion des bases de données et tout ça, le licensing et les impacts que ça va avoir. Parce qu'au final, pourquoi une entreprise déciderait d'aller à AIX? Pour les licences, si tu utilises des produits qui sont licenciés sur lesquels tu payes, parce qu'aujourd'hui, les licences sont faites par corps, tu vas utiliser 3 ou 4 fois moins de corps pour faire tourner ton application. C'est quand même un très gros avantage. Puis tu vas compenser comme ça tes coûts de ta machine. D'autre part, Power fonctionne très très bien quand tu veux mettre plusieurs applications, même sur un même corps. Il y a la possibilité d'utiliser des CPU pools qui fonctionnent extrêmement bien. C'est un système Unix à la base, donc on est ouvert. C'était créé pour ça dans les années, les années 70 et AX, c'est quand même vieux. C'est un système quand même où c'est un système d'exploitation, donc on a accès à toutes les couches, contrairement à IBMI où c'est des librairies, donc c'est n'est pas la même vision. Mais il y a quand même un noyau AX au cœur de IBMI quand même. Oui. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que ça permet de faire évoluer la plateforme justement parce que c'est lui qui gère toute la partie matérielle. Mais on voit que ça peut tourner comme ça extrêmement bien. Il y a la portion que tu mentionnais, le Power gère très bien et ainsi de suite. Est-ce qu'AIX ne roule que sur Power? Et pardon si c'est une question. Pardon si c'est une question qui est très... non, c'est vrai. Mais... Ben, c'est un petit peu
On aimerait bien, quoi. Tous les administrateurs système que j'ai vus ont toujours rêvé d'avoir un AX sur Intel, mais ça fonctionne pas. C'est parce que ça exploite toutes les spécificités des ProRISC et ça a jamais été porté sur Intel. Puis je suis pas sûr de toute façon que ça fonctionnerait. Non, mais c'est vrai. OK. C'est Puis tantôt, tu as parlé de Unix. Alors, Unix AIX, moi, dans ma petite... AX, c'est la version IBM d'Unix. OK, d'accord. Basé sur Unix 5, c'est le même Unix qui est devenu plus tard Linux dans le monde Intel. Pour avoir, il y avait des essais sur SCO Unix, mais ça marchait pas. Personne n'aimait ça. Non, mais c'est vrai. Quelqu'un qui a travaillé sur ça dit non, ça c'était pas de bonne plateforme. Ouais, c'est bon, ça. OK, on va faire entrer TSM dans la danse. Olivier, peux-tu nous donner un peu d'historique sur TSM, là, pour bien le situer? Ouais, ben en fait, SAM, qui veut dire Tivoli Storage Manager, c'est une compagnie indépendante jusqu'en 1996 qui a été achetée en février 96 par IBM au coût d'environ 750 millions. À ce niveau-là, Tivoli, à ce moment-là, était vraiment des visionnaires. C'était les premiers à faire ce qu'on appelle des backups de façon incrémentielle pour toujours. Donc, à l'époque, ce qu'on faisait souvent, quand on prenait des backups, on avait un daily, un weekly, et puis ensuite, on avait un monthly, puis un yearly. Absolument. La beauté de la chose avec Tivoli ou TSM, à l'époque, c'était vraiment que eux, ce qu'ils faisaient, ils se disaient, bon, ben, comment est-ce qu'on peut faire pour sauver de l'espace sur nos bandes? Les tapes, je veux dire, un média physique, ça prend beaucoup d'espace, faut envoyer ça en voûte et tout. Donc, eux, ce qu'ils ont pensé de faire, c'est qu'ils se disaient, pourquoi qu'on backup le fichier 1, 2, 3, 4 fois, le même fichier, il n'y a eu aucun changement? Ce qu'ils se sont dit, c'est que si le fichier n'a pas changé, on ne le prend pas en backup. Et dans notre interface, en fait, on va voir que c'est la dernière version, c'est la version qui est à jour. Donc, si ça fait 1 mois qu'il n'a pas été changé, on ne le reprend pas en backup. Donc, on peut faire des restaurations avec des point in time qu'on appelle. Donc, on met une date, on lui donne une date, puis si on veut restaurer tout l'environnement à ce moment précis, ben, il va nous donner les backups, les derniers backups de chacun des fichiers lorsqu'on va faire notre restart. Il n'y a pas lieu d'aller... donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on sauve énormément d'espace de cette façon-là. Donc, c'est un peu les précurseurs de la déduplication. Bien entendu, dans ce temps-là, il n'y a pas de déduplication. On utilisait des médias physiques comme les tapes, mais ça sauvait énormément d'espace. Okay. Tu parles de déduplication. Je suis absolument pas un expert en storage, puis je suis pas un expert en backup, mais moi, la dernière fois que j'ai entendu parler de déduplication, c'était relié à des data domains. Est-ce qu'on est dans le même... Est-ce que ça se touche? Est-ce que ça se parle? Est-ce que c'est des environnements qui sont connexes? Ben, en fait, la déduplication, pratiquement toutes les plateformes de backup maintenant font ça inline. Donc, et en plus, ils le font live. Donc, il y a, peu importe qu'est-ce qu'on met comme stockage en arrière, un data domain, c'est un stockage. Donc, à ce moment-là, TSM est quand même extrêmement performant. Il regarde les blocs qui ont été pris en backup. Puis, si le bloc se répète, ben, il le garde une seule fois. Donc, il peut reconstituer un fichier à partir de tous les blocs qu'il a pris en backup. Pour ce qui est du data domain, lui, est un peu spécial. C'est un stockage qui permet d'encore optimiser la déduplication. Il fait comme un hash un peu différent des autres de l'application qui roule en surface. Donc, c'est probablement un des SAN qui est vraiment optimisé pour le backup. C'est un SAN qui est vraiment... On parle d'un SAN, on parle d'une unité de stockage qui est optimisée pour la prise de backup. Mais
à la fin de la journée, je veux dire, c'est pas une nécessité, mais ce qui est intéressant avec le data domain, c'est qu'il permet de sauver 25% d'espace à peu près à TSM après. Par contre, les coûts du data domaine sont très élevés. Et je considère pas personnellement que c'est un très gros avantage. Par contre, quelqu'un qui pense dans un grande échelle, par exemple, où il y a des coûts en électricité ou dans le temps, comme on peut penser, souvent on a du Nearline SAS pour prendre des backups. Donc, avec des disques mécaniques, oui, effectivement, on peut sauver en électricité, en réduisant le footprint, en réduisant encore la quantité ou l'espace utilisé les données sur un SAN. Donc, oui, effectivement, il y a environ 25% d'espace d'économie qu'on peut faire supplémentaire avec un data domain. OK. Donc, ça pourrait marcher, mais c'est pas quelque chose, c'est pas une pièce essentielle, finalement. Non, c'est pas une nécessité, c'est pas essentiel. Effectivement, on peut mettre n'importe quel SAN qui est bien configuré. Oui, est-ce qu'on aura fait des bons rate groups? Oui, ben, ça roule très, très bien. Je vais revenir un petit peu sur AIX. J'ai fait un petit peu de recherche de mon côté pour essayer d'avoir l'air un peu plus informé avant de commencer à discuter avec vous. Puis j'ai quelque chose qui a attiré mon attention parce que je faisais des comparaisons sur... je demandais, bon, est-ce que c'est un OX qui est répandu, AIX? Puis on me répondait oui, c'est très répandu et tout ça. Puis à un moment donné, il y a une phrase qui a attrapé mon œil, puis je dis, je vais la lancer à François, puis je vais voir qu'est-ce qu'il en pense. Alors, ça disait, AIX, c'est moins visible, mais toujours très stratégique. Il est rarement choisi pour de nouveaux projets, mais indispensable là où il est déjà en place. Qu'est-ce que t'en dis? Ben, c'est exact. La plus grosse difficulté quand tu travailles sur un environnement AX pendant des années, c'est que tu as du mal à convaincre les gens qu'il faut de temps en temps redémarrer les machines. J'ai déjà vu plusieurs fois des projets où on avait migré de Power 7 à Power 8 et Power 9. Et là, on disait, ça serait peut-être temps de redémarrer la machine au moment de la migration physique. On n'était pas obligé de le faire. Okay. C'est extrêmement stable. Ça devient sur les aspects d'architecture. Un gros écart entre AX et Linux, c'est les dépendances. Sur AX, tu as besoin de SSH, c'est un package. Tu as besoin de Java, c'est un package. C'est tout. Il n'y a pas de dépendance qui vient avec. Tu vas installer Bash, c'est un package. Tu vas installer Bash sur Linux, tu as une 50aine de packages qui viennent avec. Et ça change beaucoup parce que ça signifie que quand tu fais une mise à jour, tu peux mettre à jour juste ça, puis ça fonctionne. Ça a des aspects déjà, parce que tout le code AX a été... c'est du code privé. C'est une architecture qui est vraie. C'est très très bien écrit. C'est compact, c'est efficace. Et on voit que les gens qui ont développé ça ont fait en sorte qu'on puisse facilement le manager. C'est un peu comme c'est pas compliqué à gérer. Okay. La deuxième chose par rapport à justement des Linux, c'est une grosse différence, c'est que tu as un hyperviseur physique, le même que d'ailleurs que pour IBMI, et que tu as en fait plusieurs possibilités de virtualisation. Tu peux faire plusieurs choses. Tu peux faire aussi bien la virtualisation à la mode, on va dire VMware, en mettant ton OS dans un fichier, si c'est intéressant, ou si tu veux l'optimiser, tu peux travailler directement sur le matériel et c'est beaucoup plus efficace. Donc, tu as beaucoup plus de possibilités côté network, côté accès disque, côté que tu n'as pas sur Linux. Sur Linux, tu as un seul mode. Tu as une carte network, tu peux faire que tu as juste ça. C'est pour ça que tu peux l'optimiser vraiment ce que tu peux faire. Enfin, on est sur du power aujourd'hui, on est multithreadé, on a 8 threads par corps. Puis pour des environnements, des applications, les threads, c'est quand même ce qui est le plus efficace quand on veut passer d'un contexte à l'autre. Ça se fait instantanément. OK. On a beaucoup moins de process sur AX à cause de ça. Puis ça marche beaucoup mieux. Donc, si tu veux optimiser, ça va beaucoup mieux marcher. Et donc, ton environnement critique, tu vas avoir les mises à jour se font, t'as pas besoin de rebooter. C'est extrêmement rare que tu aies besoin de faire un reboot. Moi, ça m'est arrivé une fois où on a dit, peut-être quoi. Et encore, c'est pas précaution.
tes migrations, tes updates sont, à part les upgrades majeurs, tes updates se font live. Ah oui. Donc, t'as une application critique, tu peux pas arrêter, c'est le monde idéal. Alors, ce que je comprends, c'est qu'on combine la solidité et la robustesse du Power avec un Oui. OS qui est simple et flexible. C'est ça, exactement. Ben, j'aurais au moins appris ça en faisant cette conclusion-là par moi-même. C'est très bien. J'ai le goût de vous parler, parce que le temps file, j'ai le goût de vous parler du cloud, parce qu'évidemment, c'est la mode d'aujourd'hui. Comment interagissent, par exemple, TSM avec le cloud? Olivier. Oui, en fait, TSM, c'est possible de faire, c'est quand même très flexible à ce niveau-là. Évidemment, toutes les solutions de backup aujourd'hui, on doit s'adapter. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si on a un environnement on-prem, par exemple, et qu'on veut faire des backups, on a un serveur TSM, par exemple, on-prem. On prend nos backups on-prem et puis avec on peut faire, en fait, ce que ça fait, c'est qu'on prend le backup on-prem dans un tampon et par la suite, les données peuvent se migrer automatiquement dans un cloud, sur un stockage sur le cloud. Donc, c'est comme si on envoyait nos cassettes en voûte. Donc, on met nos données dans le cloud, puis c'est ça. Donc, on peut mettre des exemple, des thresholds, par exemple. On prend un backup, on dit, OK, on va garder 2 semaines d'historique on-prem, et puis tout le reste, automatiquement, s'en va dans le cloud. Donc, c'est possible de faire ça aussi. On peut installer un serveur aussi TSM dans le cloud, si on a des environnements dans le cloud, des serveurs de fichiers, qui est quand même peu commun aujourd'hui. On utilise beaucoup des plateformes comme SharePoint et tout. Oui, mais par contre, ça peut avoir encore son utilité. Si on a des serveurs, des VM dans le cloud, on veut prendre en backup, par exemple, parce qu'on a besoin de restaurer des fichiers très rapidement. Si on a un serveur TSM dans le cloud qui prend le backup de cette machine-là, par exemple, ce qui arrive à ce moment-là, c'est que c'est possible de faire un restore instantané. On part l'agent sur la machine en question, puis on va chercher notre fichier au point in time qu'on veut avoir, on restaure, puis ça se fait dans 2 temps, 3 mouvements. Donc, c'est très rapide si on a un serveur TSM dans le cloud. Parce que, à l'inverse, par exemple, si on prend les services du cloud pour faire le restore du fichier en question, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est de monter des drives à un point in time. Puis si on n'a pas la bonne version de fichier, mais là, il faut démonter ces drives-là, les remonter. Et ça prend un temps. Ouais, beaucoup de manipulation. Oui, exactement. Donc, c'est beaucoup d'overhead juste pour faire un restore d'un seul fichier. Puis si on n'a pas la bonne version, il faut qu'on recommence. Puis ça prend à peu près une demi-heure. Tandis que si on a un serveur TSM dans le cloud, puis qu'on a une VM, qu'on veut prendre en backup, on a besoin de faire des restores de fichiers assez souvent. À ce moment-là, l'idéal, c'est toujours d'avoir un serveur dans le cloud qui va nous permettre de faire des restaurations rapides. Donc, ça prend 2 minutes, c'est fait, c'est restauré. Oui, on peut s'adapter avec ça. TSM fonctionne bien avec le cloud. Fantastique. Super. Merci, Olivier. François, à ton tour, au niveau AIX, le cloud, comment ça réagit? Il est disponible sur la plateforme IBM en mode Power Server. Il est tout à fait déployé des machines sur le cloud d'IBM. Il est disponible aussi sur Google. Ça, c'est plutôt rare. Moi, je l'ai rarement vu envisagé, mais c'est parce que Google a participé au développement de Power 9 processeurs. Donc, ils ont, pour leurs propres besoins, pas pour faire tourner d'AX d'ailleurs, mais c'est parce qu'ils cherchaient les machines les plus efficaces en termes de puissance par nécessité de refroidissement. Puis les machines Power ont besoin de moins de refroidissement que les machines Intel pour donner la même puissance de calcul. Donc, ils ont développé le processeur Power 9 avec IBM. Ils ont fait leur propre version de serveur dessus pour faire tourner du Linux. Ils ont donc aussi la possibilité d'héberger l'AX de mémoire parce qu'ils connaissent cette plateforme-là. Ouais, ça peut se faire, on pourrait le faire. Mais il y a quand même des nouveautés, par exemple, avec Power 11, il y a une machine qui est sortie, qui est la machine Linux le 1122, sur laquelle on peut faire tourner quand même 25% d'AX. Donc, si tu as du Linux qui était
que tu veux faire tourner sur Power, mais tu peux quand même mettre deux partitions AX à carte la machine. Peut-être que tu n'es pas obligé d'aller acheter quelque chose de cher. C'est bon. Mais par contre, je vois dans la réponse que c'est pas quelque chose qui est natif, l'AX, dans le cloud, là, finalement. C'est plus niché, on dira. Oui. OK. Je vais juste m'assurer que j'avais bien compris. Si on s'en allait vers la conclusion, qu'est-ce que vous aimeriez que notre public retienne à propos de chacune de vos spécialités? Toi, Olivier, par exemple. Ben, en fait, que c'est une plateforme qui est quand même très flexible. C'est Enterprise, donc on peut prendre vraiment tout en backup, ou presque, avec TSM. Que ce soit des Alpar AIX, du Linux, du Windows, même du macOS. Ça le fait. Donc, puis toutes les formes de bases de données, il y a un agent pour pratiquement toutes les bases de données qui est existante. Donc, c'est extrêmement flexible et c'est extrêmement stable. C'est un produit qui est mature. Effectivement, ça fait déjà 30 ans qu'IBM a acquis Tivoli et Tivoli existait déjà depuis quelques années. Donc, c'est extrêmement stable, mature comme produit. Puis c'est très flexible quand même. D'accord. Et toi, François, de ton côté, si on parle d'AIX, en conclusion? C'est une plateforme de stabilité parfaite, extrêmement sécurisée, comme c'est du code justement privé. On se retrouve pas avec les attaques comme il y a eu sur Bash ou sur Ghost. Les affaires comme ça sont pas apparues sur AIX. Donc, si tu as besoin de sécurité et de stabilité, puis de simplicité finalement pour utiliser. Une fois que tu connais, c'est simple à utiliser. Bah, t'es heureux chez AIX. Excellent. Merci. Et cela nous amène à la fin de cet épisode de Tech et Houblon. Nous avons pas partagé une foule d'informations. Olivier, François, merci infiniment de vous être joints à nous. Et vous, fidèles auditeurs et